Je suis là. Ok, très bien, Nelson. Eh bien, toi-même, tu travailles sur mobilité des enseignants en Haïti, impact sur la performance et la stabilité des établissements scolaires de Jacmel. C'est bien ça? Oui. Ok. Eh bien, j'assure la présidence de cette soutenance et le travail est encadré par Marie-Mide Duverger, professeur. Et puis, le rapporteur, c'est notre Hilaire Dauman. Eh bien, tu as 10 minutes pour nous présenter les points clés de ton travail. Et Almilson Joali Castel. C'est pas facile de prononcer le nom. Almilson Joali. OK. Vas-y. Tu es sur notre compteur maintenant. D'accord, et merci pour la parole. Et Monsieur le Président du jury, Mesdames, Messieurs les membres du jury, c'est un honneur singulier de me tenir devant vous aujourd'hui pour vous présenter les résultats de mes recherches de fait de cycle. Et je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers ma directrice de mémoire, Madame Marie-Mide Duverger, pour son encouragement d'une rigueur sans faille, ses conseils précieux et son exigence scientifique qui ont guidé ce travail jusqu'à son terme. J'ai choisi d'investiguer la thématique de la mobilité enseignante dans la commune de Jacmel, car elle représente aujourd'hui une crise managériale majeure des ressources humaines pour le système éducatif haïtien. Et pour dépasser les analyses purement descriptives, notre recherche s'inscrit dans une délimitation spatio-temporelle rigoureuse et sur le plan spatial, l'étude se concentre sur la commune de Jacmel en ciblant un échantillon représentatif de 10 établissements scolaires publics et privés. Et sur le plan temporel, la recherche couvre la période allant de 2021 à 2025, une borne stratégique correspondant à une phase d'accélération de l'exode des compétences en Haïti, stimulée par des facteurs d'attraction internationaux majeurs, dont le programme migratoire d'urgence Humanitarian Payroll, lancé en début de l'année 2003. Le système éducatif haïtien subit une précarité structurelle chronique, dont une dévaluation salariale constante face à une inflation galopante, une absence quasi générale de protection sociale et un climat d'insécurité persistant. Ces contraintes agissent comme des forces de répulsion qui poussent les jeunes enseignants qualifiés, principalement âgés de 25 à 40 ans, vers la déshérence professionnelle ou l'émigration internationale. Dès lors, notre question de recherche s'articule ainsi. C'est quel est l'impact des différentes formes de cette mobilité enseignante, soit interne, internationale et déshérence, sur la performance pédagogique, académique et organisationnelle des écoles de Jacmel? Et dans quelle mesure l'indice de vulnérabilité pédagogique permet-il de modéliser scientifiquement les effets? Pour répondre à cette problématique, notre objectif général est d'analyser scientifiquement l'impact de ce turnover sur la performance et la stabilité des écoles de Jacmel par le biais d'un indicateur de diagnostic synthétique. Et pour opérationnaliser cet objectif, nous formulons l'hypothèse de travail suivante. L'augmentation de la mobilité enseignante à Jacmel provoque une hausse directe et statistiquement significative de l'indice de vulnérabilité pédagogique des établissements. Ce phénomène, déterminé par la précarité salariale et l'insécurité locale, entraîne un effet de seuil critique qui fracture la continuité pédagogique et la performance organisationnelle. Pour donner une assise théorique et conceptuelle robuste à notre analyse, nous avons mobilisé et articulé 3 cadres théoriques complémentaires. C'est premièrement la théorie du capital humain de Gary Becker qui permet de modéliser le départ d'un enseignant qualifié non pas comme un simple mouvement d'effectifs, mais comme une perte cumulative de capital humain pour l'établissement.
Et deuxièmement, l'approche par les capacités d'Amartya Sen, qui éclaire la manière dont la précarité matérielle et l'absence de protection sociale réduisent la liberté réelle des enseignants d'exercer dignement leurs compétences sur le terrain. Troisièmement, nous avons la théorie de l'équité de John Stacey Adams, qui montre que la décision de migrer ou de quitter la profession résulte de sentiments d'injustice sociale, organisationnelle entre l'investissement professionnel de l'enseignant et la rétribution financière et symbolique de l'institution. Notre recherche repose sur un défi méthodologique mixte de type triangulation convergente, garantissant la validité empirique de nos conclusions. Et au niveau quantitatif, nous avons exploité les données administratives et les registres de 10 établissements cibles de Jacmel pour calculer et simuler les indices de vulnérabilité pédagogique et administrer les questionnaires auprès des parents d'élèves pour évaluer la baisse de performance scolaire perçue. Et au niveau qualitatif, nous avons mené des observations directes et conduit des entretiens semi-directifs approfondis auprès de directeurs d'école, d'enseignants et d'acteurs de la direction départementale d'éducation du Sud-Est, et l'échantillon global de l'enquête s'élève à 40 répondants clés. À noter que la contribution majeure de ce travail réside dans la modélisation et l'opérationnalisation de l'outil de pilotage. C'est l'indice de vulnérabilité pédagogique. Et sa formule est 0,4 par TR plus 0,3 par AEP plus 0,2 par TRM plus 0,1 par TA. Et dans cette formule, TR désigne le taux de rotation des enseignants au sein de l'établissement, AEP quantifie la part d'année d'expérience globale perdue, TRM évalue le temps moyen nécessaire pour combler un poste vacant, et TA représente le taux d'attrition définitive du secteur éducatif. La modération de ces coefficients a été calibrée pour refléter directement l'impact de chaque variable sur la rupture de la continuité didactique. Nos analyses de terrain mettent en évidence 3 résultats fondamentaux. D'abord, une sélectivité générationnelle et académique marquée par la mobilité qui draine en priorité les forces vives de l'enseignement, dont 71% des enseignants migrants ont entre 25 et 40 ans et 59% d'entre eux détiennent un diplôme universitaire, tandis que les enseignants plus âgés assurent la continuité pédagogique par ancrage communautaire et familial. Ensuite, l'inefficacité structurelle des palliatifs locaux. Donc, quand je parle de l'inefficacité, nous voyons que les primes financières ponctuelles n'ont qu'un effet temporaire et irrégulier sur la rétention, tandis que les avantages non pécuniaires tels que la reconnaissance symbolique et la formation continue génèrent une fidélisation plus durable. Et enfin, nous avons l'existence d'un seuil d'effet critique. Car dès qu'un établissement perd plus de 30% de son personnel qualifié, il bascule dans une zone de vulnérabilité majeure caractérisée par une désorganisation didactique, une surcharge de travail pour les enseignants restants et un inachèvement des programmes d'État. Et face à ces défis, nous préconisons 3 axes d'innovation managériale et politique. Premièrement, la territorialisation déconcentrée des politiques de rétention. Par là, nous voyons octroyer une agilité managériale accrue à la direction départementale d'éducation du Sud-Est pour concevoir, en partenariat avec la municipalité, des incitations de proximité, soit des aides au logement, subventions de transport, cela respectant le cadre souverain et centralisé du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Deuxièmement, la digitalisation et l'hybridation des apprentissages. Par là, nous voyons installer des infrastructures technologiques résilientes telles que les serveurs locaux et des kits de cours en ligne pour sécuriser le parcours des élèves lors des vacances de poste prolongées. Et troisièmement, le plaidoyer pour un contrat social éducatif local. Et par là, nous voyons fédérer syndicats, directions et associations de parents d'élèves autour de protocoles d'entente mutuelle garantissant la révalorisation de la dignité professionnelle des maîtres. Au terme de cette démonstration, il convient de rappeler que la mobilité enseignante à Jacmel constitue un défi structurel qui appelle des réponses systémiques plutôt que des mesures ponctuelles. Et l'indice de vulnérabilité pédagogique s'impose à cet égard
comme un outil scientifique d'aide à la décision pour transformer la gouvernance scolaire locale. Et loin d'être un travail isolé, ce mémoire pose l'assise théorique et empirique de projets de recherche plus vastes. Parce que notre ambition future, c'est d'étendre la modélisation de l'indice de vulnérabilité pédagogique à l'échelle départementale et nationale afin de contribuer à la création de banques de données standardisées en Haïti. Et je vais terminer par les mots de Paulo Freire qui nous dit que l'éducation change les gens et les gens changent le monde. Sécuriser nos enseignants, c'est préserver les esprits qui transforment notre société. Et par là, je vous remercie pour votre bienveillante attention et je suis désormais entièrement disposé à répondre aux questions de cet éminent jury. Grand merci, Almilson. Tu as fait une présentation très simple, très claire. Je pense que c'est bon. Et le temps également est très bon. Maintenant, je passe la parole au rapporteur Hilaire Demont qui va apprécier le travail. Donc, tu restes attentif aux commentaires, remarques et questions. D'accord? Hilaire Demont, la parole est à toi. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Je profite de l'occasion également pour saluer, non seulement pour le travail que vous êtes en train d'effectuer en permettant aux jeunes universitaires de soutenir le mémoire tout de suite, même au cours, bien à la fin de leur cycle d'études. Alors, le mémoire que M. Castel vient de présenter s'intitule « Mobilité des enseignants en Haïti, impact sur la performance et la stabilité des établissements scolaires de Jacmel ». D'abord, je dois féliciter Castel pour sa présentation. C'est une très bonne présentation. C'est fait de manière claire, également précise. Je dois le féliciter également d'abord par la formulation du sujet. Donc, au niveau de la formulation du sujet, c'est bien délimité géographiquement, parce qu'il travaille sur Jacmel. Et le fait même de lier les thématiques mobilité vers performance et la stabilité, cela montre sa capacité à faire la jonction, le lien entre les divers concepts clés du travail. Mais également, il y a un autre aspect très positif de son travail, c'est le fait même, Castel, d'avoir inventé un concept, l'IVP, c'est-à-dire indice de vulnérabilité pédagogique. Donc, c'est très intéressant en termes de perspective, en termes de travail. Donc, je tiens à te féliciter d'avoir pensé à créer ce concept. Également, tu as pu faire une double analyse en mettant en phase ou bien en liant d'abord le concept mobilité, motivation individuelle des enseignants et leur stratégie de survie, c'est-à-dire au niveau micro, tu as fait cette analyse au niveau micro, et également au niveau macro, c'est-à-dire au niveau institutionnel, où tu as montré comment est-ce que la mobilité des enseignants impacte même l'organisation même des écoles, voyez, la performance des écoles. Donc, en termes de points forts, je juge que c'est vraiment à apprécier. Et je te félicite et je t'encourage justement à continuer ici. Toutefois, c'est un mémoire,
c'est un mémoire de fin de cycle au niveau de licence. Il y a quand même des remarques à faire, il y a quand même des points à améliorer. Lorsque j'analyse ton mémoire, Castel, j'ai pu identifier des cohérences au niveau de votre système conceptuel, c'est-à-dire au niveau de la question de recherche, de l'hypothèse et des objectifs. D'abord, commençons par la question de recherche. Tu as dit, quel est l'impact des différentes formes de mobilité enseignante sur la performance et la stabilité des établissements scolaires de Jacques? Par la suite, tu dis, de plus, dans quelle mesure l'indice de vulnérabilité pédagogique permet-il d'en modéliser les effets? Ici, là, il y a des petites nuances, il y a quelques incohérences. D'abord, tu prends le concept mobilité enseignant, qui justement a ses impacts sur la performance et sur l'indice de vulnérabilité pédagogique. Ensuite, tu montres que c'est l'indice de vulnérabilité pédagogique qui cherche à modéliser les effets de la mobilité enseignante. Donc là, j'arrive pas trop bien à saisir pourquoi tantôt tu inverses les concepts, c'est-à-dire la mobilité enseignante comme étant premier concept principal, qui va impacter la performance, la stabilité des établissements scolaires, et par la suite, tu inverses le rôle en prenant en compte l'indice de vulnérabilité pédagogique qui, justement, va permettre d'utiliser les effets de la mobilité enseignante. Donc, au niveau de l'hypothèse, vous affirmez que, comme je viens de dire, la mobilité entraîne une hausse directe de l'IVP, c'est-à-dire de l'indice de vulnérabilité pédagogique. Jusque-là, c'est bien. Mais cela traduit, comme je viens de dire, que si la mobilité des enseignantes, c'est la variable principale, la variable indépendante, maintenant, comment se fait-il que dans l'hypothèse, également, je vais parler des objectifs, comment se fait-il que dans l'hypothèse, tu inverses le rôle, tu prends l'IVP comme étant le concept qui va impacter en retour la mobilité des enseignants. Au niveau de l'objectif 3, du troisième objectif, l'objectif 3. Dans l'objectif 3, vous introduisez, il y a l'introduction de ce concept, stratégie managériale, rétention des enseignants, dans le troisième objectif. Alors que ni dans la formulation du sujet, ni dans la question de recherche, ni dans l'hypothèse, il n'y a jamais eu, et tu n'as jamais fait mention de stratégie managériale. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi mets-tu stratégie managériale dans le troisième objectif. Pour moi, cela mérite d'être corrigé. Et par la suite, dans l'objectif 4, vous proposez, comme tu viens de faire dans la présentation, tu proposes de faire ce qu'on appelle la territorialisation déconcentrée. Et également, tu proposes l'innovation numérique. Alors que le travail n'était pas centré sur cette question de territorialisation déconcentrée. Et si pour prendre en compte, si pour parler de territorialisation déconcentrée, il fallait préalablement démontrer qu'il y a un problème de concentration
pour pouvoir parler de déconcentration. Donc, tout cela, tu auras la possibilité d'éclaircir ces points. Et puis, au niveau du cadre théorique, là, on est dans l'autre chapitre, chapitre 1 et chapitre 2. Au niveau des cadres théoriques, je crois qu'il y a quelque chose à clarifier. Tu as pris la théorie de 24H 2022. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est très récent. Mais cette théorie cherche bien. Cette théorie est basée notamment sur le rejet de l'outil informatique, comme des plateformes numériques, logiciels, etc. Et maintenant, tu prends cette théorie-là pour montrer comment est-ce que la mobilité des enseignants peut impacter non seulement la performance des écoles, mais également la stabilité de ces institutions scolaires. Que vient faire cette théorie de 24H qui se base notamment sur les outils informatiques, sur les outils, les plateformes numériques, sur le rejet des plateformes numériques, des outils informatiques. Et ensuite, il y a un petit problème épistémologique entre les deux autres théories. C'est la théorie de Becker, de Sen et Hopford. Là, je suis à la page 3 et 4 dans ton mémoire. Page 3 et 4. Alors, la théorie de Becker est focalisée sur le capital humain. Celle de Sen, c'est basé sur cette question de capacité. Et la théorie de Hopford met l'accent sur la conservation des ressources. Maintenant, regardons ces trois théories-là et vous pouvez faire le lien dans ton travail. Becker de son côté voit l'enseignant, la plupart de mobilité des enseignants. Donc, dans le capital humain, Becker voit justement l'enseignant comme un agent purement rationnel du point de vue économique, c'est-à-dire homo economicus. Le calcul de l'enseignant se fait sur la base d'investissement financier. Donc, il se considère comme un agent qui investit financièrement et qui attend quelque chose en retour. Ça, c'est la théorie de Becker. Alors que celle de Sen critique celle de Becker pour montrer que l'enseignant, l'humain, ne cherche uniquement pas l'argent, mais de préférence le bien-être social, autrement dit les capacités. Et Hopford se concentre sur cette question de ressources internes. Maintenant, tu vas parler de mobilité des enseignants. Et pour montrer cela, ce que cela a comme conséquence sur non seulement la performance et la stabilité des établissements scolaires, j'aimerais te demander comment est-ce que tu vas concilier ces théories opposées, celle de 24H et les deux autres qui sont opposées, celle de Becker et de Sen. Comment est-ce que tu vas concilier ces théories pour montrer effectivement que la mobilité des enseignants et enseignantes impacte probablement négativement non seulement leur performance, mais la stabilité également des établissements scolaires. Donc, j'attends à ce que tu nous éclaires là-dessus. Et puis, autre chose, dans la formule algébrique, Cherchez tu as modélisé un problème de oui. temps. Hein? Ouais. Donc, je vais terminer avec de préférence quelques incohérences qu'il y a dans le calcul des pourcentages.
dans le calcul des pourcentages, il y a quelque chose qu'il va falloir clarifier. Parce que tant que tu parles de 35%, 28,3%, alors que tu n'as pas mis l'effectif total. Est-ce sur 30, est-ce sur 100, est-ce sur 300? Donc, 0,283 ne signifie pas 28,3. Donc, il va falloir éclaircir un peu cette 70, etc. Et puis, tu vas nous montrer également cette relation de causalité entre la mobilité des enseignants, leur performance et la stabilité des établissements scolaires. Est-ce que cette stabilité-là, elle est due aux parents qui restent attachés à l'établissement scolaire de leurs enfants? Ou du moins, est-ce que cela est dû aux professeurs, non seulement qui laissent cette question de mobilité, qui laissent des établissements scolaires pour travailler dans d'autres établissements scolaires, ou du moins, est-ce que cela est lié aux professeurs qui laissent le pays par rapport au programme de l'AN et pour aller fréquenter ailleurs dans d'autres pays? Donc, c'était là mes remarques. Merci, Monsieur le Président. Merci, Hilaire. Comme vous savez, nous avons des contraintes de temps. Il y a 2 autres soutenances à voir. Et je me demande si je n'accorderai pas la parole à l'encadreur, dans ce cas, notre ami Marie-Mie Duverger, avant que l'étudiant prenne la parole. Marie-Mie, je ne sais pas. Tu veux bien continuer après le mot? Merci, Monsieur le Président. Et il y a un problème avec la caméra. La question du jury est tout à fait centrale et elle touche au cœur de notre démarche. Et je ne vais pas être longue, mais l'étudiant a progressivement consolidé son cadre théorique en articulant avec pertinence les modèles de la justice organisationnelle d'Adams, de l'approche par les capacités de scène et du capital humain de Becker. Il a ainsi, dans ce cas, réussi à traduire une dynamique d'économie du travail. La fuite des jeunes enseignants qualifiés de la cohorte critique des 25 à 40 ans en indicateur de performance organisationnelle. Merci. OK. Très bien. Hamilton, tu as la parole pour voir dans les questions du rapporteur comment nous éclairer. Parce que c'est toi-même qui as préparé le texte et je pense que les remarques du rapporteur sont des remarques vraiment importantes. Donc, on t'écoute. Bien, merci de m'avoir accordé la parole et merci au cher rapporteur pour ses observations. Il y en avait tellement, mais j'ai pu les noter. Tout d'abord, notre rapporteur a parlé de ma question centrale quand j'ai dit que, après, mis à part, j'ai demandé comment est-ce que l'IVP, l'indice de vulnérabilité pédagogique, peut modéliser ses effets. Il a dit que ça, c'est contradictoire par rapport au premier volet de ma question de recherche. Mais quand je parlais de modéliser ses effets, je parlais de comment est-ce que l'IVP peut quantifier et expliquer l'impact de la mobilité enseignante à Jacmel. Et ensuite, même si on n'a pas vraiment mis dans tout le travail
dans un niveau global et la stratégie managériale. Mais dans mon introduction, j'ai parlé, j'ai dit, on a mis que ce problème-là de mobilité enseignante, ça touche même la gouvernance éducative. C'est pour cela, face à ce problème, il va falloir mettre en place des stratégies managériales. Et c'est là que je vais rentrer aussi dans l'une des questions sur ma formule, l'IVP, de la formule de l'indice de vulnérabilité pédagogique. Quand j'ai parlé du seuil critique de 30%, normalement, dans la formule, vous allez voir que chaque indicateur pour l'indice de vulnérabilité pédagogique, chaque indicateur, en addition dans chaque indicateur, ça va donner 1. C'est parce que c'est sur 100%. Et maintenant, j'ai mis ça en fonction et de l'importance, de l'impact qu'a chaque indicateur sur le fonctionnement, sur le fonctionnement même des établissements scolaires. Et là, 30%, on a trouvé que quand une école perd 30% de son effectif, il bascule vers une vulnérabilité pédagogique. Donc là, il y aura les enseignants restants vont avoir une surcharge de travail et il y a aussi le problème où le temps de remplacement, parce que l'école doit prendre quand même un nombre de temps pour pouvoir remplacer ses enseignants. Et il y a aussi le problème de personnel non qualifié que j'ai mis dans les conséquences dans mon chapitre 2 de mon travail. Là, quand on perd des enseignants, des personnels qualifiés, on est bien obligé, l'école est bien obligée de prendre des enseignants et n'importe quel enseignant. Parce que quand je parle de n'importe quel enseignant, c'est-à-dire les étapes que l'école avait l'habitude de prendre pour pouvoir faire prendre ses enseignants, prendre son personnel. Maintenant, étant donné que c'est au milieu de l'année, il ne peut plus prendre ce temps-là. Il est bien obligé de faire avec les moyens du bord. Et c'est là le problème. Et à 30%, quand c'est 30%, ça bascule et l'école, il y a des fois, l'école ne peut même plus couvrir le programme du ministère. Et maintenant, il y a une question que mon cher rapporteur a parlé pour la territorialisation déconcentrée. Ça, c'est dans mes suggestions pour le travail. J'avais proposé une territorialisation déconcentrée. Par là, j'avais proposé de donner, étant donné que nous devons rester dans le respect du ministère de l'Éducation nationale, c'est lui qui gère l'éducation en Haïti. Maintenant, on avait juste demandé de pas décentraliser ses pouvoirs, mais pas décentraliser ses pouvoirs, mais déconcentrer ses pouvoirs, donner plus de pouvoir aux directions départementales du Sud-Est. Donc, la direction départementale du Sud-Est sera toujours au-dessous du ministère de l'Éducation nationale, mais il aura beaucoup plus de marge de manœuvre pour pouvoir pallier à ce problème de mobilité. Et étant donné que ma très chère directrice de mémoire avait répondu à la question pour les cas théoriques, parce que ces 3 cas théoriques, même s'ils sont différentes, mais dans le cadre de mon travail, elles ont été complémentaires. Je ne sais pas si je n'ai pas répondu à l'une des questions, mais pour les questions que j'ai notées, c'est ça. Claire? Bon, jusque-là, ça va. Merci, Castel, pour tes réponses, alors. C'est pas ta réponse, tes réponses. Merci, Monsieur le Président. Et Monsieur le Président, ça me fait plaisir de vous revoir. Hein? C'est ça. Marimit?
Merci, Monsieur le Président. Et je souhaiterais revenir sur les points cruciaux relevés ou bien soulevés par le jury et qui touchent au cœur surtout de la gouvernance éducative et du cadre légal. Mais toutefois, j'avais invité l'étudiant ou bien, le candidat à démontrer sa maîtrise de l'articulation institutionnelle en reformulant sa proposition sur l'angle strict d'une territorialisation déconcentrée. Il doit être clair parce que l'agilité managériale des directions locales ne peut s'exercer que sous la tutelle régalienne et dans le respect des prérogatives exclusives de l'État central. Je remercie le lecteur critique et je voudrais réaffirmer ma pleine confiance dans la rigueur scientifique du candidat et dans sa capacité à mener bien les corrections. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, heureusement, il n'y a pas eu de conflit générationnel. J'ai grandement apprécié les remarques de Schiller. Vraiment, c'était bien. Et en 1100, il faut bien comprendre que c'était des remarques très instructives. Parce qu'à la vérité, il faut lire le document pour pouvoir faire ces remarques-là. Sinon, je serais une grande difficulté à ne pas pouvoir bénéficier de ces remarques-là. Mais j'ai une question pour toi. Et la mobilité enseignante, est-elle, j'ai envie de dire, serait-elle un atout de performance et de stabilité pour les établissements scolaires? Qu'est-ce que tu me dirais? Et je ne sais si pas très bien votre question. Vous avez dit, tu parles de la mobilité enseignante. Oui. Cette mobilité serait-elle un atout de performance et de stabilité pour les établissements scolaires? Bon, normalement, par la définition même et du mot atout dans votre question, je dirais que la mobilité enseignante n'est pas un atout pour la stabilité, parce que c'est quand même la mobilité enseignante qui a des impacts négatifs sur la stabilité institutionnelle. Donc, c'est comme une situation de cas. Et peut-on généraliser cette situation? Le fait pour les enseignants d'être en mobilité, déjà les établissements scolaires sortiront perdants, tu penses? Non. C'est pour cela que dans mon travail, c'est un travail qui a été fait avec une échantillon. On ne peut pas généraliser que le fait que la mobilité ait un impact négatif sur les institutions. Parce que cela permet je pourrais dire, de mettre en place des challenges, parce que par mobilité, la mobilité, ce n'est pas seulement sur les enseignants qui quittent le pays, ce n'est pas seulement l'immigration, encore la déshérence, mais il y a aussi des enseignants qui quittent un établissement pour aller dans d'autres établissements. Là, maintenant, ça peut quand même aider à faciliter l'augmentation salariale même des enseignants, je pourrais utiliser le mot challenge entre les établissements. Là, ce n'est pas vraiment un problème. Si c'est cette forme de mobilité-là, ce n'est pas un problème. Parce que le mobilité est polysémique. Donc, dans ce sens, au contraire, la mobilité est vraiment un atout pour l'institution. Très bien, parce que c'est une question de différenciation. Parce que parfois, il peut y avoir évolution positive, même dans quelque chose qu'on ne souhaiterait pas. Vous savez que même dans un établissement,
des élèves pourraient même souhaiter que certains enseignants ne viennent plus. C'est comme leur enlever des obstacles. Donc, je vois déjà, oui, que vous êtes des spécialistes en éducation. Parce qu'en réalité, il faut bien comprendre. Et ce n'est pas le fait pour des enseignants de se déplacer, de venir ou d'aller ailleurs et que tout est fini. Non, au contraire. Ça peut ouvrir la voie à d'autres enseignants. Parce que la plupart du temps, les places sont limitées. Et il me semble que les enseignants vivent longtemps. C'est pas vraiment limite. Et ils ne veulent pas souvent lâcher prise. Donc, normalement, il faut voir dans la mobilité des éléments quand même Positif. qui pourraient agiliser, si vous voulez, la structure des établissements scolaires. Donc, je pense que c'est une très, très bonne thématique et qu'il faut prendre en compte certaines remarques pour améliorer le travail avant la soumission finale. D'accord? D'accord, merci. Merci. Donc, je vais passer la présidence au docteur Providence. On a pris sur lui 6 minutes. Et donc, Non, mais pour une fois, on a respecté l'heure puisqu'il est 18h25. Voilà. Je vais profiter pour, pendant 2 minutes, pendant que Madame Dalman se prépare.